Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Face à la caméra. Notre invité d'aujourd'hui est un homme d'État. Il est ancien Premier ministre en République centrafricaine. Il est président de la Commission Finances à l'Assemblée nationale. Il s'appelle Martin Ziguélé. Venez avec moi, on va le rencontrer. Monsieur Martin Ziguélé, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, vous? D'accord, ça va, je vais très bien, merci. Merci. Vous êtes très bien habillé comme ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci, prenez place. Ok. Monsieur Ziguélé, pour beaucoup de Centrafricains, vous êtes un homme politique, vous êtes président de la Commission Finances à l'Assemblée nationale. Mais pourriez-vous nous dire ce qu'on peut savoir d'autre sur vous? Qui est Martin Ziguélé pour vous-même? Je vous remercie. Je suis d'abord de formation, je suis un assureur. D'accord. J'ai étudié les assurances. J'ai fait un 3e cycle en assurance et depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 22 ans, je travaille dans les assurances. D'accord. D'abord ici, en Centrafrique, pendant 10 années. Puis après, dans une institution interafricaine à Lomé au Togo pendant 13 ans. Ok. Et puis après, j'étais à la Banque centrale. En fait, j'ai commencé à exercer des fonctions politiques il y a moins de 20 ans. Ah, d'accord. En 2001, quand j'ai été nommé Premier ministre. Mais après 2014, je me suis replongé dans le monde des assurances. Donc, je suis directeur général d'une société d'assurance, de courtage d'assurance, qui s'appelle la Société centrafricaine d'assurance et de réassurance. Et je suis aussi consultant, parce qu'après mes fonctions de Premier ministre, j'étais en exil en France. Et j'ai créé une société de consultants, de conseil, qui s'appelle Exact Conseil, qui fait de la promotion des investissements et qui fait aussi de la facilitation des affaires, c'est-à-dire la facilitation, l'intervention dans la chaîne d'investissement ou de fonctionnement des entreprises. Et je l'ai dirigé de 2000, ça s'appelle Exact Conseil, c'est-à-dire expertise associée et conseil technique, créé en Seine-et-Marne en France. J'ai travaillé jusqu'en 2015 en France et en 2015 j'ai rapatrié la société de conseil en Centrafrique. D'accord. Ça vous dérangerait que je vienne avec vous pour voir comment... Avec plaisir, je vais vous présenter là où il y a à la fois Socarias et Exact Conseil où nous travaillons. Mais on va aller aussi à l'Assemblée nationale parce que sûr, moi, je n'ai jamais mis pied à l'Assemblée. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, comment les députés travaillent. J'aimerais bien découvrir. Ça sera l'occasion. D'accord, je vous suis. Merci. Merci. Je peux vous dédicacer mon livre d'abord. Wow, avec plaisir, monsieur. C'est ce livre que j'avais écrit depuis 2015 Vraiment. pour participer un peu à la réflexion sur notre pays. Je vous dédicace. Molenge calling, Fitilo passion, passion, Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, messieurs et dames, nous sommes dans la salle de commission Finances à l'Assemblée nationale. C'est là où les députés de la commission Finances se réunissent pour siéger. Donc, nous allons continuer notre causerie avec monsieur Martin Ziguélé. Monsieur Ziguélé, vous êtes l'un des plus grands hommes politiques en Centrafrique. Aujourd'hui, vous êtes président de la commission Finances. Vous voyez, vous étiez Premier ministre, vous avez été aux élections, vous étiez très loin dans les suffrages et autres, mais aujourd'hui, vous êtes à ce niveau. Vous le faites par patriotisme ou bien vous n'avez pas le choix? D'abord, il faut préciser que je suis député. D'accord. C'est comme lorsque vous entrez en religion. Quand vous devenez prêtre, on peut vous affecter dans une prison comme aumônier ou dans une paroisse, dans une grande ville comme prêtre, ou dans un village en brousse comme prêtre d'un petit village, loin dans la brousse. Donc, dès le moment où vous acceptez le sacerdoce, le principe, partout où le devoir vous appelle, vous devez y aller. Vous devez y aller. Et donc, j'ai été élu député par nos compatriotes de la circonscription de Bokarantwa. Ils m'ont envoyé à l'Assemblée
Et à l'Assemblée, toutes les fonctions ou toutes les tâches qui requièrent, n'est-ce pas, ma contribution, je dois les accepter. D'accord. Voilà. Ok, bah vous êtes président de cette commission. Quelles sont les réformes que vous avez apportées à cette commission? Je suis d'abord particulièrement heureux de vous dire que je me suis inscrit à la commission finances à cause de mon passé. Oui. Parce que, en fait, depuis tout jeune, j'ai toujours travaillé dans le secteur des assurances, donc la finance, jusqu'à ce que je sois à la Banque centrale et que je finisse, comme vous l'avez dit, comme ministre des Finances et Premier ministre. Donc, c'était naturellement que je suis venu à la commission des finances, mais ce n'était pas avec l'intention d'être président. Et mes collègues m'ont fait confiance. Nous sommes 18 députés dans la commission. Et je voudrais tout de suite dire que le travail, ce n'est pas moi seul qui le fait. D'accord. Donc c'est un travail d'équipe de toute la commission. Je pense que nous avons fait notre devoir avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage aussi. Oui. Parce qu'il s'agit d'arbitrer. Lorsque vous êtes député, il faut arbitrer entre les attentes d'un gouvernement qui veut toujours plus, d'une population qui veut toujours plus, et des uns et des autres qui ont des intérêts parfois contradictoires. Ouais. Et nous avons beaucoup travaillé pour que, par exemple, les lois des finances, depuis que nous sommes là, les lois des finances ont toujours été votées avant le 31 décembre. C'est-à-dire les budgets de l'État ont toujours été votés avant la fin de l'année pour permettre au gouvernement non seulement de promulguer le budget, mais aussi de le diffuser. Oui. S'il vous plaît, en parlant des budgets de l'État, on se rend compte aujourd'hui que les fonds spéciaux du président Touadéra sont plus élevés que les fonds spéciaux des présidents qui sont passés avant lui. Comment vous expliquez cela? Parce que mécaniquement, parce que le budget de l'État est plus élevé également que le budget précédent, mécaniquement. Okay. Mais il y a une raison très simple. À quoi servent les fonds spéciaux? Oui. Les fonds spéciaux, c'est une pratique budgétaire qui est venue de la France, qui est notre ancien colonisateur, et qui permet de financer des activités qui ne peuvent pas être inscrites au budget, soit à cause de leur caractère confidentiel, soit de leur sensibilité. Okay. Donc, on donne la marge de manœuvre au président de la République de disposer des ressources immédiates. Ce n'est pas de l'argent en espèces qui est dans son bureau, c'est des fonds qui sont dans le budget de l'État, mais qu'il peut mobiliser très rapidement pour lui permettre de financer, par exemple, des actions de sécurité. Hier, vous avez appris qu'il y a eu des incidents à Lindao. Ouais. Il y a des hommes et des femmes qui sont décédés, qui ont été tués par les groupes armés. Si une action doit être faite rapidement, si des renseignements doivent être recoupés, vous avez appris qu'il y a eu aussi des événements à Kwango. Kwango, ce n'est pas loin de Bangui, mais quand même, Kwango est inaccessible. Il faut que les hommes et les femmes partent là-bas, se renseigner, savoir ce qui s'est passé. Et le financement de ces activités-là, en urgence, secrète et délicate, relève des fonds spéciaux. Et comme après l'accord de Khartoum, et c'est ça l'origine de cette affaire entre guillemets, après l'accord de Khartoum, on a mis en place plusieurs organes pour suivre l'exécution de l'accord. Et vous savez qu'il y a 14 groupes armés qui sont désormais les interlocuteurs de l'État, parce que c'est des parties signataires de l'accord, avec l'État centrafricain. Et donc, il y a des organes qui se sont créés, il y a des actions qui doivent être menées, il y a des opérations que vous et moi, nous ne soupçonnons pas, qui sont faites au nom de l'État, pour le compte de l'État, pour le compte de la sécurité. Et ces actions-là doivent être financées. C'est ce qui explique la hausse de ces fonds spéciaux. Et je voudrais dire que nous avons quand même travaillé pour limiter cette hausse parce que la demande de l'État était supérieure à ce que vous voyez dans le budget. Et nous avons ramené ça à des proportions que les députés commissaires ont jugé raisonnable. D'accord, j'ai bien compris et j'espère que nos téléspectateurs aussi. Maintenant, parlons un peu de votre parti politique, de la santé de votre parti politique. Pensez-vous au jour d'aujourd'hui être bien placé pour occuper une position assez importante aux élections 2021? Mais vous savez qu'un parti politique ne se fait pas d'état d'âme. D'accord. Un parti politique a été créé, s'organise, fonctionne, se bat pour la conquête du pouvoir de l'État. Si vous ne croyez pas à la conquête du pouvoir de l'État, vous n'avancez pas. Non, vous n'avez plus de parti. Donc, la question est consubstantielle à l'existence du parti. Dès le moment où le parti existe, fonctionne, s'organise, c'est parce que les militants du parti et les responsables du parti pensent que le parti gagnera. Donc, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Mais maintenant, c'est le peuple qui décidera. Ouais.
Ok. Bah, je crois que là, on a fini de parler de votre vie politique. Vous disiez tout à l'heure que vous avez une entreprise qui fait dans l'assurance. On aimerait bien faire un tour au sein de cette entreprise pour voir comment ça se passe. Avec plaisir, il y a effectivement la Société centrafricaine d'assurance et de réassurance. Nous faisons du courtage d'assurance, de tous les types d'assurance, et c'est avec plaisir que je vous ferai visiter. D'accord, je vous suis toujours. Merci. Vous avez rompu le pacte. Vous m'avez parlé, vous avez dit que vous n'allez pas poser de questions. Mais je vous voyais venir, hein, je savais que vous allez poser ça. En tout cas, je suis habitué. D'accord. Oui, nous sommes ici dans les locaux de Socarias. Socarias, c'est la société centrafricaine de courtage d'assurance et de réassurance, qui est une société qui existe en fait depuis 2010. Et je suis arrivé à la tête de la société en avril 2017. Et auparavant, Socarias s'était installé de l'autre côté de la route, dans l'immeuble qui est face à Phénicia, de Mini Market. Et puis il y a eu un incendie là-bas. Et Socarias est venu retrouver Exact Conseil qui était dans les locaux avant. Donc là, c'est deux entreprises qui se retrouvent ensemble. Donc là, nous sommes à l'entrée avec M. Lucien Kadia. C'est lui qui est à l'accueil. Et là, c'est ce qu'on appelle en matière d'assurance, c'est la salle de production ici. D'accord. Voilà. Donc quand les clients arrivent pour souscrire un contrat d'assurance, ils arrivent ici. Ils sont reçus par madame qui leur fait les propositions de tarifs selon le type d'assurance qu'ils veulent souscrire. Et après, cette proposition est soumise à M. Tekeli, qui est le grand responsable qui gère la maison. On gère ça ensemble. Bon, quand je ne suis pas là, il le gère seul. Et donc, c'est lui qui valide les opérations et qui les finalise. Voilà. Donc, ici, c'est la salle d'opération. Ici, c'est le comptable, mais ils ne sont pas en place. Les autres sont en place. Et là, nous avons... il faut ouvrir là-bas. Ouvre là-bas. Là, c'est les bureaux d'Exact Conseil. C'est le bureau de la directrice générale qui n'est pas là. Et donc ici, c'est un bureau qui est également partagé entre M. Aristide Ziguele, qui est le responsable du suivi technique et financier de Socarias, et M. Christian Koyambanda, qui lui travaille pour Exact Conseil. D'accord. Donc vraiment, on est en symbiose. Et voilà. Bah, c'était juste une visite. Voilà, une visite de locaux. Là, c'est des bureaux de réserve. Pour le cas où il y aura un commercial qui sera ici. D'accord. Bientôt. Voilà. Donc ça, c'est le... Voilà. Donc, vous avez vu la maison. Maintenant, vous pouvez vous installer et on peut commencer. C'est donc votre bureau ici. Voilà, ça c'est mon bureau ici. C'est de là que j'essaie de me départager entre les deux activités. Entre les deux activités, assurance d'un côté et puis conseil de l'autre. Voilà. Et vous avez en tout combien d'employés? On est plus d'une dizaine. Hein. D'accord. On est plus d'une dizaine, mais la particularité du secteur de l'assurance et du conseil, c'est qu'ils sont tous des cadres. Hein. D'accord. Presque tous des cadres. Ok, je vois. On est une dizaine. Vous travaillez déjà depuis longtemps dans ces entreprises. Quelles sont vos difficultés de chaque jour? Bon, il y a deux cas. Il y a les assurances. Je commence par les assurances. Les assurances, c'est un problème culturel. Bon, il y a des assurances qui sont obligatoires, qui sont imposées par la loi. Par exemple, l'assurance automobile, l'assurance de ce qu'on appelle dans le jargon des assurances terrestres à moteur, etc. Ces assurances-là sont obligatoires. Et même pour ces assurances obligatoires, le public ne suit pas beaucoup. Et vous avez les assurances qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont nécessaires pour l'exploitation. Par exemple, l'assurance contre les incendies, l'assurance contre le dégât des eaux. Vous voyez, quand il pleut à Bangui, il y a des inondations, il y a des maisons qui s'affaissent et tout. Et toutes ces choses-là sont assurables. L'assurance des boutiques, des magasins, des maisons d'habitation. Quelqu'un qui épargne toute sa vie pour construire et puis le feu vient brûler la maison en une nuit.
Et toutes ces assurances-là, on essaie de les vulgariser au maximum auprès du public. Mais comme ça ne fait pas partie d'une tradition culturelle, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas mais facile. Nous continuons à prêcher le bon message. D'accord, mais dites-nous quels sont vos moyens de divulgation en fait. Nous utilisons des messages SMS avec les sociétés de téléphonie mobile. Nous utilisons aussi les journaux de la place pour faire de la publicité. Et je suis conscient du fait qu'en matière de communication, nous ne faisons pas les choses de manière assez optimale. Mais nous allons, je pense, continuer à faire le travail. Et nous, en matière de communication, et nous sommes aussi en train d'implanter des représentants dans les provinces. Voilà, c'est ça. Et pour que là où les Centrafricains vivent, ils puissent souscrire des assurances localement. D'accord. Eh bien, messieurs et dames, nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais comme d'habitude, j'aurai soit un challenge, soit une question joker pour notre invité. Je crois que dans le cas de monsieur, ce sera une question joker. Donc, je vais vous poser une question. Oui. Vous allez être obligé d'y répondre normalement. J'ai là dans ma poche 3 petits papiers. Vous allez faire un tirage au sort. Sur ces 3 petits papiers, il y a 3 noms. Hein, chaque papier a un nom. C'est des noms des anciens présidents de la République qui ont eu à passer. Vous allez choisir un nom et en tant qu'homme politique, vous allez nous dire pendant la période de ce monsieur, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord. Ah, Général François Bozizé Aboumouda. D'accord. Voilà, c'est celui que j'ai choisi. Ok. Alors, quelle est la question? Pendant toute la période où Bozizé a géré ce pays, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, qu'est-ce qui a été bien fait? Bon, pour être honnête, chacun qui arrive au pouvoir fait ce qu'il peut pour réussir sa mission. C'est l'opinion qui juge après pour dire c'est bien fait ou ce n'est pas bien fait. On ne peut pas dire sérieusement que quelqu'un est arrivé au pouvoir et il a tout mal fait. Moi, je pense que le plus grand mérite ou bien la plus grande réussite du régime de Bozé, c'est d'avoir fait renouer la RCA à la communauté financière internationale. Parce que ça a été quand même le régime le plus aidé financièrement en Centrafrique. Même si la gestion de ces ressources-là n'a pas été orthodoxe ni optimale. Mais ce régime a bénéficié, a renoué avec la communauté internationale après la période, j'allais dire, d'embargo financier sur la RCA qui correspondait à la période où nous, on était aux affaires. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. L'aspect négatif, je pense que c'était une certaine conception du pouvoir qui ne cadrait plus avec la société centrafricaine. Parce que les sociétés évoluent tout simplement. Et instaurer un régime autoritaire dans un pays où 60% de la population est jeune, ça ne marche pas. Ça finit toujours par une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est comme si vous arrivez dans une maison et 3/4 de la pièce est occupée. Mais vous ne pouvez pas installer quelque chose qui va occuper 3/4 de la pièce, puisque le 3/4 de la pièce est déjà occupée. Donc la jeunesse, c'est le changement. C'est la modernité, c'est le changement, c'est le progrès. Et si vous venez avec des méthodes politiques qui ont prévalu dans les années du monopartisme, par exemple, vous voulez avoir une représentation politique hégémonique, vous voulez faire des élections qui ne reflètent pas la réalité, etc., tout de suite, vous avez un choc. Vous avez un choc par rapport à l'opinion qui est en avance sur vous en réalité. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu des problèmes et je pense que c'est l'aspect négatif. Mais une fois de plus, l'histoire d'un pays, c'est un mélange de bons et de moins bons. Et ce qu'on souhaite, c'est que les générations qui viennent tirent les leçons justement de cette histoire et fassent en sorte que c'est ce qui est bon qui est imité et pérennisé. Et ce qui n'est pas bon, essayez de le redresser. Voilà ce que je pourrais vous dire. D'accord. Eh bien, je crois qu'on a fini notre émission. Monsieur Ziguili, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, messieurs et dames, c'était là l'émission Face à la caméra. À la présentation, je suis Ousnabi. À la réalisation, vous avez Orphée Zaza Bamoy et Eric Christian Sabé, comme toujours.
Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de cette émission. S'il vous plaît, monsieur, dites au revoir à nos téléspectateurs. Je dis au revoir à vos téléspectateurs. Je suis très satisfait de ce moment que nous avons passé ensemble, qui nous a permis de montrer ce qu'on peut faire ou ce qu'on fait en dehors de la vision commune, qui est celle que les politiques centrafricaines ne font que de la politique. Non, on fait autre chose. On a un autre métier en dehors de la politique. D'accord. Voilà. Eh bien, au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Molengue calling, Fitilo passion. Passion.